Bonjour à tous et merci d'être venus assister à cette présentation sur la réduction de la taille des APK. Alors très rapidement, moi je m'appelle Thomas Barthélémy, je suis développeur Android depuis maintenant un petit peu plus de 4 ans et je travaille actuellement depuis 1 an à Netatmo, donc une société française dans le domaine des objets connectés. Donc ça, c'est le lien vers ma présentation. Vous trouverez les slides, mais surtout toutes mes notes personnelles. Donc aujourd'hui, j'ai que 25 minutes pour vous présenter ce sujet. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails. Donc pour chaque slide, vous avez beaucoup d'informations supplémentaires. Donc surtout si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà bit.ly/apk-lite. Donc sans plus attendre, je vais vous mettre à contribution et je vais vous demander ici dans le public aujourd'hui de lever la main si vous aimez ce que vous faites dans la vie, si vous aimez votre métier. Ok. Donc c'est pas une grande surprise, pratiquement tout le monde. Donc moi je suis comme vous. Je fais partie de ces gens-là qui ont la chance de faire un métier qui les passionne. Maintenant, c'est pas pour autant qu'une fois que je suis devant mon ordinateur, je me pose pas cette question, est-ce qu'il n'y a pas plus utile à faire dans ce monde? Et je pense que c'est une question qui est légitime aujourd'hui de se poser, surtout lorsqu'on voit l'absurdité du monde dans lequel on vit. Donc un exemple parmi tant d'autres malheureusement, en 2015, 10% de la population mondiale souffrait de sous-nutrition, alors que 30% de la production mondiale de nourriture n'atterrissait jamais dans une assiette et était gaspillée. Donc oui, c'est certain, il y a beaucoup plus utile à faire dans ce monde que de s'asseoir derrière un ordinateur pour tenter de réduire la taille d'un binaire. Maintenant, si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour nous faire tous quitter notre travail, mais c'est pour essayer de montrer que lorsque l'on fait quelque chose que l'on aime, c'est déjà un bon début vers un monde meilleur. Alors pourquoi c'est un bon début ? Je pense que tous ceux qui sont passés sur cette scène avant moi l'ont montré. Quand on est passionné et qu'on fait quelque chose que l'on aime, on le fait bien. Et lorsqu'on est plusieurs personnes à faire quelque chose de bien, on arrive à faire quelque chose d'encore mieux, d'encore meilleur, qui au final va dépasser l'objectif initial et arriver à quelque chose d'un peu plus impactant. Donc si vous me permettez un rapide exemple, en 2014, 2 développeurs se sont lancés un projet 100%, un défi technique, celui d'essayer de capturer les couleurs qui nous entourent. Donc là, très concrètement, c'est en temps réel, essayer d'extraire des codes RGB, des codes hexadécimaux, des couleurs qui sont autour de nous, pour les sauvegarder, pour essayer de les partager. Donc quelque chose de très technique, démarré par des développeurs, auquel est venue ensuite se rattacher donc une communauté de designers qui, au fur et à mesure d'utiliser cette application, l'ont perfectionnée donc avec leur retour. On a eu ensuite un premier professeur qui était très certainement très geek, mais je peux vous l'assurer, il adorait ses élèves, et il a été le premier à essayer d'utiliser cette application dans le domaine de l'enseignement. Et finalement, on a eu une collaboration de 2 mois avec des ingénieurs donc, de l'organisation Literacy App, qui a permis à ce projet de prendre un peu plus d'envergure et d'être intégré dans un programme d'auto-apprentissage avec une participation donc, au X-Prize Global Learning. Et donc c'était en août 2015, on avait le retour d'un premier groupe d'enfants donc, en Tanzanie. Donc tout ça pour essayer de montrer qu'on a tous ces différents acteurs, tout plein de passionnés, qui au travers de toutes petites contributions mises bout à bout, vont permettre d'aboutir à quelque chose d'un peu plus impactant, donc de dépasser l'objectif initial qui était donc lui très technique. Donc là, ça fait un peu plus de 3 minutes que je parle. Je vois le premier rang qui me fait des gros yeux et les APK dans tout ça. Les APK dans tout ça, c'est pareil. Donc pour 2 raisons. La première, c'est que ça va être tout un tas de petits gains. Il n'y a rien qui est magique. Ça va être tout un tas de petits gains qui, mis bout à bout, vont participer donc à quelque chose d'un peu plus important. Et deuxièmement, on va voir qu'on va vite aussi dépasser le défi technique initial, qui est finalement de réduire un APK tout en le conservant fonctionnel. Donc oui, c'est du gain de disque, c'est du gain de place. Maintenant, si les APK sont plus petits, on va aussi économiser de la bande passante. Et la bande passante, nos clients le payent, les consommateurs le payent. Donc on va participer un petit peu à une économie. On va également faire gagner du temps à tous nos utilisateurs qui vont pouvoir télécharger ces applications plus rapidement. Et enfin, on va aussi participer donc à une économie d'énergie, puisque toutes les infrastructures mises en place pour télécharger ces APK vont être sollicitées moins longtemps, et en commençant par la batterie de nos téléphones. Donc là, on pourrait aller un petit peu plus loin. Donc là, je vais passer très rapidement. Si ça vous intéresse, vous avez tous les détails de comment ont été faits les calculs, pour essayer de mettre un peu des chiffres là-dessus. Donc il faut savoir que pour l'énergie, je n'ai pas trouvé de moyen de calculer ça de façon précise, ou en tout cas qui me satisfaisait. Maintenant, on l'a laissé. Nous, à Netatmo, on essaie de vous faire réduire votre consommation d'énergie, donc autant que nos APK y participent également. Donc moi, personnellement, c'est tout ça qui arrive à me convaincre que réduire la taille d'un APK, c'est pas quelque chose qui est superficiel. Maintenant, je sais que j'arrive pas à convaincre tout le monde comme ça,
Donc j'ai un tout dernier argument qui est lui un petit peu plus factuel, qui est le processus de désinstallation d'une application lorsqu'on a envie de gagner de la place sur son téléphone. Donc là, sur ce tout dernier écran du processus, on retrouve ces applications qui vont être triées par leur taille. Donc là, au niveau de ce dernier écran, vous avez envie d'être le plus bas possible pour être le dernier candidat à la désinstallation, et si possible, en dessous de votre concurrent qui sera désinstallé avant vous. Donc voilà, maintenant je vais faire comme si on était tous convaincus qu'il fallait réduire la taille de ces APK pour poursuivre. Donc pour en réduire la taille, encore faut-il savoir ce qu'il y a dedans. Donc lorsqu'on l'ouvre, voilà ce qu'on peut trouver, différents fichiers, différents folders. Et comme je vous disais initialement, donc ça va être tout un tas de petits gains qui vont être faits à tous ces niveaux. Donc très bien, commençons par le point .dex. Donc là, s'il y a des développeurs dans la salle, je pense que je ne vais rien vous apprendre du tout. Le point .dex, c'est ce qui contient le code Java d'une application Android. Et pour le réduire, on utilise des outils qui sont appelés des shrinkers. Voilà. Donc historiquement, sur Android, on a ProGuard. Il faut savoir qu'à partir d'Android Studio 2.0 et du plugin Gradle qui va avec, on a également un built-in shrinker, donc là qui est développé par Google et qui va utiliser les mêmes fichiers de configuration que ProGuard, ce qui est quand même pas mal. Et donc deux outils qui vont vous permettre de réduire ce fichier-là. Alors, ce qui permet de réduire énormément, c'est le fait de pouvoir supprimer le code mort. Donc le code mort, c'est une partie d'une librairie, par exemple, qui ne vous sert pas dans votre cas et qui va pouvoir être supprimée du binaire. Donc ProGuard, lui, de son côté, propose aussi de l'obfuscation et de l'optimisation de bytecode. Donc ça, c'est minime au niveau du gain. Voilà. Et le built-in shrinker, lui, de son côté, supporte l'instant run, une des dernières fonctionnalités de Android Studio. Donc si vous voulez, au niveau des slides, ça vous intéresse, donc des notes, vous avez comment activer donc, ce built-in shrinker plutôt que ProGuard. Donc tout au long de cette présentation, j'ai utilisé un fil rouge, voilà, une application de Netatmo, d'un des derniers produits de Netatmo. On était les premiers à ne pas être bons élèves sur ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place chez nous. Et voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avoir donc un APK de référence que l'on va suivre au fur et à mesure de toutes ces optimisations-là. Donc ici, on a l'APK sans aucune optimisation, qui initialement donc, fait 13,4 mégas. Avec le built-in shrinker, on tombe à 11,5 et ProGuard, on tombe à 11,3. Donc pour la suite, on va conserver donc, cette configuration-là pour cette optimisation. Donc on voit déjà qu'on a 14-15% d'optimisation. Alors on me reproche souvent de mettre du code dans mes présentations. Les développeurs sont là, Thomas, on sait lire la documentation, merci beaucoup. Et les autres, tout le monde s'en fout. Je suis un peu têtu, donc j'ai quand même laissé juste pour essayer de montrer que toutes ces optimisations-là sont en fait extrêmement simples à mettre en place. Donc là, on voit 2 lignes pour 14%, c'est quand même déjà pas mal. Donc très bien, je ne pense pas que je vous ai appris beaucoup de choses. Si on décompile le top 10 des apps France, tout le monde utilise ces optimisations-là. Maintenant, on va s'intéresser à un fichier qui est peut-être un peu moins connu, c'est le point RSC. Un petit peu moins connu peut-être même des développeurs. Donc alors, dans ce fichier-là, on va trouver tout ce qui est les strings et surtout le mapping avec tous les identifiants de ressources que vous avez dans votre application avec leurs valeurs. Donc ça va être des identifiants de strings, de dimensions, de layout, de drawable. Alors c'est un fichier qui est extrêmement compliqué. Maintenant, on peut essayer de le simplifier au maximum. Et si on s'essaye à un Hello World du point RSC, voilà ce qu'on obtiendrait. Donc ce fichier, il faut le voir comme quelque chose, un tableau à 2 dimensions, où en ligne, on aurait tous nos identifiants. Et en colonne, on retrouverait des configurations. Et pour chaque configuration, on aurait des pointeurs vers la valeur réelle de cet ID. Donc là, pour la string, par exemple, hello, en default configuration, on aurait un pointeur vers la pool de string pour trouver la valeur 1. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est si on ajoute une nouvelle configuration. Donc, admettons qu'on supporte le français. Donc là, quand je suis développeur, je vais créer un fichier donc, dans le bon folder et je vais traduire uniquement, admettons, la clé hello, qui vaut en français bonjour. Bref. Donc au niveau de mon fichier, j'ai qu'une seule clé qui est traduite. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ce fichier-là, ce point RSC, on a toute une nouvelle colonne qui est créée. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que donc on va avoir un pointeur réel pour la clé qu'on supporte, et pour tous les autres, on va avoir des pointeurs nuls. Et ces pointeurs nuls-là, ils ne sont pas gratuits. Ils font 4 bytes chacun. Donc ça peut paraître comme ça subtil, ou pas beaucoup, mais on va voir que lorsqu'il y en a beaucoup, ça peut commencer à être important. Donc on peut s'amuser à construire ce genre de tableau où en fonction donc, du type et surtout de la configuration, on va venir compter le nombre de pointeurs nuls versus le nombre de pointeurs réels. Donc ça, c'est assez fastidieux de faire à la main dans des cas réels. Donc heureusement, il y a des équipes de Googlers qui nous proposent cet outil, donc RSC Blamer, qu'on pourrait s'amuser par exemple à faire tourner sur l'application de Snapchat qu'on aurait décompilée.
Donc là, on va trouver par exemple quelque chose d'intéressant, c'est que pour les dimensions, par exemple, on a une configuration landscape où on a 1146 entrées nulles pour un seul pointeur réel. On appelle ce genre de configuration des sparse configurations. C'est des configurations qui, au niveau du business de votre app, vous apportent rien du tout, puisque vous avez un seul pointeur réel, alors qu'il va prendre énormément de place. Donc c'est quelque chose que vous ne voulez pas avoir au niveau de votre application. Donc on a dit que dans ce fichier-là, on trouvait les dimensions. On trouve également donc, les fameux drawable, avec ici, par exemple, 3 configurations qui vont être des sparse configurations. Donc là, c'est pareil, pleine de pointeurs nuls à 99,8%. De même pour les strings. Et donc là, si on s'amuse vraiment à regarder, on aurait 56 langues qui sont traduites à 1,5%, pour 23 qui, elles, sont traduites à 92%. Donc là, on commence à voir venir le truc. Les sparse configurations, c'est définitivement pas spécialement des choses qui sont voulues par les développeurs, et c'est des trucs qui sont là dans votre app, qui prennent de la place, mais qui ne sont définitivement pas porteuses de business pour vous. Donc très bien, on n'en veut pas. Maintenant, pourquoi elles existent? Donc c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on va aller regarder quels sont ces pointeurs, ces quelques pointeurs réels qui font que ces configurations existent au sein de votre binaire. Et là, comme souvent, on se rend compte que pour le cas de Snapchat, ce sont des clés de librairie externe, donc ici les Google Play Services. Donc définitivement pas quelques clés que vous traduirez, c'est quelque chose qui vous ne concerne même pas. Donc dans le cadre de Snapchat, uniquement pour les strings, on aboutirait quand même à 107 000 pointeurs nuls, donc x 4 bytes, on arrive à 0,4 mégas. Donc les 0,4 mégas, bon, moi ça me parle quand même un petit peu au niveau du NAP, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Maintenant, si on multiplie par le nombre de fois où l'application Snapchat a été téléchargée, donc entre 100 millions et 500 millions nous dit le Play Store, prenons le 100 millions, la fourchette la plus basse, on arriverait quand même à 40 Tera, un peu plus de 78K, 800 heures, et pour l'énergie certainement beaucoup, pour du vent, pour des pointeurs nuls. Donc là, surtout quand on a en tête que sur le Play Store, on a dépassé les 2 400 000 applications, si tout le monde fait ça, ça commence à avoir des chiffres importants. Donc très bien, on veut les éviter. Pour les éviter, on va avoir 2 moyens. Le premier moyen, c'est de la même manière qu'on shrink son code, on va shrink ses ressources. L'idée, c'est de surtout pas embarquer une ressource qu'on n'utilise même pas et qui va favoriser comme ça la création de plusieurs configurations au niveau de votre binaire qui prendraient de la place pour rien du tout. Donc là, juste une slide pour des développeurs qui seraient inquiets si vous utilisez du getIdentifier plutôt que d'utiliser directement vos ID. Le shrinker est défensif par défaut. Merci aux librairies de support qui utilisent ça, et donc ils ont bien bossé ce cas-là. Le deuxième moyen, c'est de renseigner donc vous-même quelles sont les configurations que vous supportez. Donc là, c'est pour LC Home Coach, c'est pour notre exemple, notre fil rouge. On supporte 6 langues, donc ça nous permet de remove du binaire 63 configurations de langues qui en fait n'étaient pas supportées de notre côté. Donc si on applique cette optimisation-là en plus de ProGuard, on tombe à 10,87. Donc là, à peu près 4 nouveaux pourcents de gains. Très bien, donc maintenant intéressons-nous donc au folder res. Donc là, traditionnellement, c'est là où vous avez vos ressources, c'est là où vous avez vos images, avec cette fameuse question. Ah, je suis passé un tout petit peu trop vite. Avec cette fameuse question, quelle extension pour mes images? Quelle extension choisir? Donc là, je vous propose quelques questions à vous poser dans l'ordre pour essayer donc de prendre une décision. Donc tout d'abord, est-ce que votre image, c'est une simple forme ou une combinaison de formes? Donc on a ici par exemple un point avec un disque. On peut faire ça donc, en XML, qui sont des fichiers qui sont extrêmement légers. Donc si c'est voilà, une de ces formes ou une combinaison encore, utilisez des shape drawable qui sont disponibles depuis l'API V1. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que votre image peut être vectorisée? Donc il faut savoir que Android ne supporte pas le SVG, mais on a les vecteurs drawable, donc qui sont sensiblement la même chose. Et donc là, vous allez pouvoir créer vos icônes directement, c'est pareil de nouveau en XML. Surtout que donc depuis la librairie de support 23.4 et les plugins Android Build Tools, donc 2.2 il me semble, donc là il faudra regarder dans les notes. En ajoutant ce flag, vous n'avez plus de génération d'images pour les versions antérieures d'Android qui ne supportaient pas les vecteurs drawable. Donc là, ça y est, on a vraiment du support uniquement grâce à ces fichiers-là, et il n'y a plus de génération de PNG. Donc maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous supportez le WebP? Alors le WebP, ce n'est pas un format qui est peut-être très très connu, peut-être un peu au niveau des développeurs web. Donc c'est un format qui me semble vient de Google. Il faut savoir donc que ça fait 10 jours sur le channel Canary d'Android Studio, donc Android Studio 2.3. On a un nouvel outil qui nous permet de faire de la conversion donc, de PNG à WebP directement au niveau de votre IDE.
Donc là, vos designers, s'ils utilisent Sketch par exemple, ils peuvent continuer à vous délivrer des PNG et vous les convertirez directement au niveau de votre projet. Donc voilà, peut-être une démocratisation de ce format. Ensuite, bon, bah là, très simple, si vous avez besoin de channel alpha, vous n'avez plus le choix, vous utilisez le PNG, et sinon, en fonction de la complexité, JPEG ou PNG. Que ce soit JPEG ou PNG, je vous invite à utiliser donc un cruncher d'images. Donc voilà, je ne suis pas expert je suis pas spécialement expert, voilà, je vais juste vous présenter nous un outil qu'on utilise. Alors pourquoi on utilise des crunchers externes? Tout simplement parce que les outils des designers fournissent des PNG par exemple, mais ils ne vont pas être compressés de la meilleure des façons. Donc là, pourquoi nous on utilise ImageOptim? Bon, bah, d'abord c'est open source, c'est gratuit et ça travaille sans perte. Donc là, vous allez gagner de la place, mais sans perdre en qualité au niveau de vos images. Et pour ceux que ça intéresserait, donc ils utilisent des algorithmes, donc PNG Out et Zopfly, qui est le dernier algorithme porté par Google pour le voilà, bref. Du coup, si on fait tourner ImageOptim sur les assets, par exemple, de Snapchat, on voit qu'on arriverait donc à 0,8 mégas de gagné, soit une optimisation de 16%. Donc très bien, vous faites tourner ça au niveau des assets de votre application. Maintenant, vous refaites un build et à votre grande surprise, vous allez avoir un APK qui fait exactement la même taille. Alors pourquoi? Parce que l'IDE a un cruncher par défaut, donc qui va faire passer sa petite moulinette au niveau de toutes vos images, et il ne fait tout simplement pas le check, est-ce qu'en sortie, le fichier est plus petit que celui qu'il y avait en entrée. Donc du coup, il écrase systématiquement ce que vous avez. Donc voilà, c'est une petite chose à connaître. Utiliser des crunchers externes et en plus désactiver le cruncher par défaut. Donc dans le cadre de notre fil rouge, le cruncher par défaut nous est tombé à 10,87. ImageOptim, on arrive à 9,91, donc un petit peu plus de 8% de nouveau. Très bien, vous avez le bon format de fichier. Maintenant, quel que soit le format de vos ressources, je vous invite à essayer de les réutiliser le plus souvent possible. Donc si on prend Pokémon Go par exemple, on a deux images différentes pour une même flèche qui est en fait juste une rotation. Au niveau de Facebook, c'est pareil. Si on le décompile, on trouverait trois ressources différentes qui est juste une flèche obtenue avec des angles différents. Donc au niveau d'Android, sachez que depuis Android, l'API 1, on a des rotate drawable qui vont vous permettre donc de faire ça. Donc vous aurez toujours un fichier additionnel. Maintenant, si toutes ces images sont affichées dans une image view, utilisez directement une rotation. Donc là, vous n'avez carrément, vous gagnez carrément la taille d'un fichier. Réutilisez également quand vous avez besoin de coloriser des images ou des icônes. Donc là, Clash Royale ou Snapchat encore. Il y a plusieurs versions qui sont embarquées avec des couleurs différentes. Là encore, depuis l'API 1, que ce soit des images view, des paint ou des drawable, vous avez des color filters qui vont vous permettre de teinter vos ressources. Donc vous choisissez le bon fichier, vous les réutilisez. Maintenant, on a vu qu'au niveau du point ARSC, on a différentes configurations pour une même ressource. Donc ça, c'est quelque chose qui est très connu chez les développeurs et ça existe aussi sur iOS. Donc vous embarquez des ressources dans des densités différentes. Donc chez nous, c'est triple XHDPI, XHDPI, etc. Sur iOS, c'est 2X, 3X, etc. Ouais. Du coup, si on prend une application qu'on a installée sur son téléphone comme Clash Royale, on a des images qui vont être présentes donc, dans votre téléphone sous, ici par exemple, 6 densités différentes. Sauf que vous, votre téléphone, il n'en supporte qu'une seule. Donc vous avez pour cet exemple-là 190 fichiers qui sont présents sur votre téléphone mais qui ne vous serviront jamais. Pour Spotify par exemple c'est pareil, eux ils ne supportent que 5 densités différentes mais il faut savoir qu'en tout ça vous fait quand même 488 fichiers, encore une fois, qui ne serviront jamais. Donc ce que vous avez envie c'est de fournir à un téléphone donné uniquement les ressources que lui il a besoin. Donc pour ça il va falloir splitter ces APK. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est plutôt que d'en avoir un seul, on va en avoir plusieurs qui vont correspondre chacun à une configuration de densité précise. Et lorsque votre téléphone va requêter le Play Store, il va passer par des filtres et récupérer l'APK qui correspond uniquement à sa configuration. Donc là, encore une fois, sur le papier, ça peut paraître compliqué. En vrai, c'est extrêmement simple. Voilà, il suffit de rajouter ces quelques lignes là au niveau de votre DSL Android Gradle et vous allez directement avoir plusieurs APK qui vont être générés. Alors là, une slide pour les développeurs uniquement, ceux qui seront intéressés. Le seul truc à ne pas rater, c'est donc son version code. Sinon, potentiellement, vos utilisateurs ne pourront plus jamais mettre à jour votre application. Mais ça, il ne faut généralement pas le dire à ces product managers, parce que sinon, ils ne sont pas contents. Bref. Du coup, voilà, au niveau de notre fil rouge, on retrouve un APK universel. Donc là, c'est pour tous les téléphones qui passeraient au travers des filtres du Play Store. Donc là, il fait la même taille que celui qu'on avait avant, pas de surprise. Maintenant, on voit que dès le triple XHDPI,
qui ont donc embarquent les ressources qui sont de plus haute résolution, on tombe directement à 7,53. Donc il me semble que ça fait déjà 24% d'optimisation par rapport à celui-ci. Et pour le plus petit, on tombe à quelque chose comme 38%. Donc ça commence à faire énorme, surtout quand on a en tête celui qui n'avait aucune optimisation. Donc on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, le dernier folder que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est le folder lib, qui contient donc le code natif du code C que vous pourriez embarquer dans votre application. Donc là, on pourrait dire très bien, les applications Android sont en Java. Il y a très peu finalement d'applications qui sont concernées par le code natif si bas niveau, donc C et C++. Si on prend ces 6 applications-là, que finalement tout le monde pourrait avoir sur son téléphone, donc un jeu, 2 applications de réseaux sociaux, une pour écouter de la musique et quelque chose 2 applications pour se déplacer, n'importe qui pourrait les avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces applications-là embarquent du code natif. Donc là, c'est la taille que prend ce code natif dans ces différentes applications. Et ce qu'il faut savoir, donc, on va retomber dans le même problème qu'au niveau de la densité. Donc c'est ce qui fait un peu la beauté aussi d'Android, c'est qu'on doit supporter comme ça plusieurs types de téléphones. Donc on va avoir, lorsqu'on intègre du code natif, donc la librairie va être présente pour différentes ABI. Donc typiquement, en fait, chaque librairie est compilée pour différentes architectures de CPU. Donc on va avoir les architectures ARM, x86 et MIPS. Donc on sent venir le truc, c'est pareil. Si tout le monde nous embarque comme ça ces librairies natives dans des CPU que vous ne supportez pas, enfin votre téléphone n'a qu'un seul CPU, donc il n'a qu'une seule architecture, et ça va faire de la place pour rien, utilisé pour rien. Donc là, au niveau de ces 6 applications-là, on n'a que 2 bons élèves, Facebook et Snapchat. Donc tous les autres, ils intègrent dans leurs APK différents ABI. Donc ça peut aller de 2 jusqu'à 4. Et si on installe donc ces 4 applications sur un Nexus 5 par exemple, qui lui est ARM v7, on va avoir en tout, donc si on additionne tout ça, on va avoir 25 mégas qui est pris par du code natif que votre téléphone ne peut simplement jamais comprendre et n'utilisera jamais. Donc voilà, donc si on a en tête un peu l'APK, donc les étapes d'avant où on arrivait à peu près à 7 ou 6 mégas, voilà, on aurait presque la place pour 3 applications supplémentaires. Donc de nouveau, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir splitter nos APK et les proposer donc pour un CPU donné. Donc l'idée, c'est que cette fois-ci, quand votre téléphone va requêter le Play Store, il passera par d'abord les filtres de densité, puis ensuite les filtres de CPU pour télécharger donc une application où il y aura vraiment le contenu qui est propre à ce téléphone. Donc là, de nouveau, c'est pareil, c'est relativement simple pour ce qui est fait derrière. Donc vous avez juste à inclure ici quels ABI vous supportez. Donc si vous êtes capable de générer des librairies du code natif, nous on ne fait pas de MIPS par exemple, donc on ne l'intègre pas. Voilà. Et donc, ça c'est la slide un peu chiante pour les développeurs qui seront intéressés. Donc si on en revient à notre fil rouge, on va trouver en fait maintenant, donc ça va commencer ici, on trouve maintenant 35 APK. Donc ça peut faire beaucoup. Avec ici, donc ceux qui représentent des pics, c'est les APK universels, donc au niveau des densités, qui eux vont intégrer pour toutes les API. Donc 35 APK qui, on voit, sont quand même beaucoup plus petits que celui originel. Alors là, généralement, quand on présente ça à son supérieur, il nous dit dans 35 APK, ça va être compliqué à manager, on ne veut surtout pas ça. Sauf que depuis 2 ans maintenant, le Play Store fournit des API pour pouvoir gérer cette partie-là à notre place. Donc ça va déjà permettre de supprimer tout ce qui est human prone, error prone. Donc là, au niveau des notes de cette slide, vous trouverez un plugin Gradle que nous on utilise et qui supporte justement le split d'APK. Donc là, très simplement, nous c'est branché en bout de CI. Donc une fois que ça a passé les tests fonctionnels, etc., on va directement pouvoir upload nos 35 APK avec les what's new qui vont bien, les screenshots qui vont bien, voilà, d'une façon très très simple, la plus seamless possible. Donc voilà, si c'est tout ce que je voulais aborder donc, au niveau des optimisations pour l'APK. Si on en revient donc, à notre fameux fil rouge, comme je vous disais, nous on n'était pas spécialement des très bons élèves, on ne l'est toujours pas, donc là actuellement c'est des choses qui sont exclusivement disponibles pour nos bêta-testeurs. Donc on passe quand même de quelque chose qui faisait 13,4 mégas à un APK en moyenne, puisqu'on en a 35 maintenant, qui font 4,8. Donc voilà, donc un APK qui en moyenne est quand même 2,8 fois plus petit que celui qui était original.
Et pour l'instant, donc, on n'a pas eu de soucis, pas eu de crash qui était lié donc, surtout au split d'APK, qui est généralement le point le plus sensible. Donc nous, en interne, on s'est beaucoup inspiré sur les travaux de ce Googlers-là. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller lire. Donc dans les notes, vous trouverez des articles, avec son dernier article qui date pas plus tard de 4 heures. Donc avec Android Studio 2.3, vous avez maintenant un outil qui s'appelle APK Analyzer et qui vous permettra donc de regarder qu'est-ce qui est inclus au niveau de votre binaire pour mieux savoir comment l'optimiser. Donc voilà, j'avais dit à Camille que je tiendrais en 25 minutes. Merci pour votre attention, c'était un petit peu dense. Maintenant, j'espère que ça vous a intéressé. J'aimerais juste finir sur ces quelques mots. Je pense que c'est à nous, donc éditeurs d'applications, de faire en sorte que les progrès que l'on connaît au niveau du hardware soient vraiment synonymes d'innovation et pas uniquement une illusion du marketing. Oui, on a des téléphones qui ont plus d'espace disque. Oui, on a des connexions qui vont de plus en plus vite. Maintenant, si le contenu de son côté continue de grossir en même temps, toutes ces innovations-là sont caduques. Donc voilà, c'est à nous de faire toutes ces optimisations-là pour que, quelle que soit la plateforme, l'expérience utilisateur soit vraiment améliorée. Voilà, merci pour votre attention. Merci.